Mathieu Béliard. Avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT en direct. Vous êtes où, Laurent Berger, si c'est pas indiscret ? Je suis chez moi. Vous êtes chez vous, vous aussi, et je suis chez moi. Nos auditeurs sont à l'écoute et ils posent de nombreuses questions. Le hashtag Radio Ouverte qui vous sert nombreuses depuis le début de la semaine. Et je vais commencer, on a promis du précis. À défaut d'être précis, c'est concret. Écoutez, il y a plusieurs tweets que je voudrais vous lire d'un seul coup. André qui nous dit: notre patron voulait absolument qu'on vienne travailler. Eh bien, hier soir, il a changé d'avis suite à la contamination d'un collègue. Et nous, on est en grand stress maintenant. Cyril nous écrit: notre président nous demande de travailler. Je suis artisan. Comment voulez-vous que je fasse travailler mes équipes quand tous mes chantiers ferment les uns après les autres? Les donneurs d'ordre sont les collectivités locales. Aude qui nous dit: on peut m'expliquer pourquoi je dois laisser mon garage ouvert à tous nos rendez-vous alors qu'ils sont annulés, les pièces sont non disponibles, ou alors je dois me rendre à 120 km pour les récupérer. Vous l'avez entendu, hein, patron, comme gérant, comme salarié, il y a une grande incertitude. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des injonctions qui paraissent paradoxales. Effectivement, dans un certain nombre de secteurs, il y a eu une situation qui permettait pas de travailler dans de bonnes conditions en termes de santé. Et donc, il y a eu des décisions de prise de fermeture d'entreprises ou d'activités, notamment, je pense, dans l'artisanat. Et puis, on leur a dit il faut réouvrir. Et puis, par exemple, hier, il y a des artisans ou des salariés d'artisans qui, en allant au travail, ont eu une amende parce qu'ils se déplaçaient. Donc, je pense qu'il faut un discours très très clair de la part du gouvernement sur le sujet. Il y a des activités et parmi elles des activités essentielles. Dans ces cas-là, il faut assurer la protection. Mais comment on définit essentiel, Laurent Berger? Parce que c'est ça très qui est difficile. Mais oui, mais c'est parce qu'on ne l'a jamais fait, mais c'est très difficile. Au premier abord, vous et moi, on pourrait se dire, ce qui est essentiel lorsqu'on est confiné, c'est finalement de pouvoir aller une fois par semaine aller acheter son alimentation, de rentrer très vite et c'est fini. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut que ce soit acheminé. Il faut faire fonctionner les transports, de la communication, du lien social. Je parlais avec Patrick Martin du MEDEF que vous connaissez hier et qui me disait: mais si on n'a pas le carton ou le plastique pour emballer les fruits et légumes, la chaîne est arrêtée. Et puis il y a d'autres éléments, on parle pas beaucoup des travailleurs du social aujourd'hui. Il y a tous ceux qui font un travail extraordinaire parce que ils se sont vus confier des enfants de l'aide sociale à l'enfance, parce que dans des foyers ou à titre individuel, parce que on parle pas beaucoup des personnes qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence, etc. Donc les activités essentielles, c'est difficile à définir, et donc dans tout ça, ce qu'il faut, c'est que la vraie question à se poser, c'est est-ce que les conditions de santé, de sécurité sont suffisantes pour que j'aille au travail. Et lorsque c'est pas le cas, il faut du dialogue dans l'entreprise pour les créer, ces conditions. Rodolphe est en ligne avec nous, Laurent Berger. Il a 50 ans, il est chef d'entreprise à Rennes et il a composé le 39-21. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour. En préambule, bonjour Monsieur Berger. En préambule, je voulais d'abord vous dire que, contrairement à ce que dit le gouvernement, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas défaitiste, sinon on ferait un autre métier. Et aujourd'hui, le gouvernement nous exhorte à remettre en route nos usines. À la télévision, le président du comité scientifique du gouvernement, M. Delfrécy, nous dit que le seul moyen d'arrêter la pandémie, c'est qu'il y ait un maximum de 5 contacts par jour par Français. Vous savez bien que dans le cadre d'une journée de travail, c'est totalement impossible d'avoir moins de 5 contacts par jour. On rencontre des livreurs, on rencontre des caristes, on rencontre les collègues de travail. Donc ça, c'est impossible à mettre, de voir moins de 5 personnes par jour, d'une part. Et d'autre part, on comprend, nous, chefs d'entreprise, que nous devons protéger au maximum nos salariés. Mais aujourd'hui, on n'a accès à aucun masque. On veut acheter du gel alcoolique pour justement leur permettre, s'ils ont des contacts, de se laver les mains rapidement. Le gel alcoolique, vous allez partout, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, on est complètement désemparés. Et je me demande s'il ne serait pas, même si c'est difficile, de définir les secteurs stratégiques qui sont l'alimentation. Alors, Rodolphe, la liaison est en train de se dégrader en même temps, mais je pense que Laurent Berger a entendu l'essentiel du message. Oui, d'abord, 2 points en préalable. C'est d'abord, on ne va pas reprocher à des chefs d'entreprise de se préoccuper de la santé de leurs salariés. Donc, moi, je crois qu'il faut, et c'est le 2e point de préalable, arrêter de pointer la responsabilité des uns et des autres. Et je crois que c'est pas adroit de la part du gouvernement d'essayer de pointer, de stigmatiser des chefs d'entreprise qui n'auraient pas voulu ouvrir ou mener leur activité. Le 2e point qui me paraît essentiel, c'est d'avoir le matériel pour fonctionner
dans les entreprises. Et donc le troisième point, ce qui est très clair, c'est que même si c'est difficile à faire, je ne crois pas qu'à l'heure qu'il est, et vu la situation, on ait d'autre choix que de se dire quelles sont les activités essentielles qu'il faut avoir. Mais par contre, ça ne doit pas être fait de façon individuelle, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'écosystème de l'économie des activités essentielles, c'est-à-dire qu'il y a des points, je vais être très franc, je vais donner des exemples, produire des véhicules aujourd'hui, des voitures, on sait bien qu'elles ne se vendent pas et que si le chômage partiel est maintenant, de toute façon, si on travaillait, il serait plus tard parce que il va y avoir un choc économique. Donc c'est sans doute moins essentiel que, par exemple, de faire que des routiers puissent circuler, et pour ça, il faut ouvrir des aires d'autoroute qui leur permettent de se restaurer. On va en parler dans un instant parce qu'on a un appel donc, sur la question. Oui, sans doute qu'il faut aller vers un peu plus de précision sur ce que sont les activités essentielles aujourd'hui, et elles sont assez nombreuses quand même. Marie est en ligne avec nous. Je remercie Rodolphe, on avait un petit souci de liaison téléphonique à la fin, c'est pas très grave, c'est comme ça que ça se passe en direct aussi. Marie est assistante maternelle dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Marie. Bonjour Paul, bonjour Monsieur Laurent Berger. Voilà, moi j'ai une très grosse inquiétude et mes collègues aussi. L'État a décidé de fermer les écoles, les crèches, les maisons d'assistantes maternelles, les MAM. On est en guerre contre le virus et en même temps, le ministère du Travail demande aux assistantes maternelles agréées qui sont agréées pour 4 enfants maximum dans leur appartement ou dans leur maison, d'avoir... on nous donne une dérogation pour accueillir jusqu'à 6 enfants. 6 enfants, ça veut dire 6 contacts. On nous dit il y a 5 contacts par jour maximum par Français. Là, on se retrouve avec des enfants qu'on porte, qui vont cracher, qui ont un contact très proche. Et qui sont des vecteurs, de la maladie. Qui sont asymptomatiques aussi, on nous a dit. Oui. Eux, ils sont vecteurs, ça se voit pas. Comment faire quand on n'a pas le droit de retrait? Alors, la question médicale n'est évidemment pas pour Laurent Berger, mais bon, Marie, vous êtes indépendante, hein, je comprends que vous êtes indépendante. Oui, c'est ça. Oui, Laurent Berger. En fait, on n'est pas libéral, hein. Nous, on n'est pas un salarié lambda. Du particulier employeur. Hein. Voilà, on est salarié du particulier employeur, donc on a plusieurs employeurs avec qui il faut se mettre d'accord. On n'a pas envie de stigmatiser les parents, on n'a pas envie de rentrer en conflit les assistants maternels contre les parents, mais quand on a des parents qui vous disent « Ah, moi, tu comprends, hein, je suis en télétravail, mon employeur me paye, mais tu sais, j'arrive pas à télétravailler avec mon bébé parce qu'il pleure tout le temps. Mais moi, j'en ai 6. Je vais pouvoir en accueillir. Laurent Berger va vous répondre, Marie. Non, mais d'abord, il y a une aberration dans la situation qui est faite. Nous, très vite, on a intervenu auprès du gouvernement sur les salariés de particuliers employeurs pour leur faire bénéficier d'un dispositif équivalent au chômage partiel lorsqu'il y avait eu travail. Ils avaient moins d'activité. Là, ce que vous dites, c'est l'inverse, avec un appel à ouvrir. Il y a une aberration à dire vous pouvez aller jusqu'à 6. J'ai même entendu chez certaines assistantes maternelles 8 enfants ensemble. Après, ce qu'il faut dire, c'est que les salariés qui ont des enfants de moins de 15 ans, qui sont donc pas à l'école et pas dans les crèches parce que c'est fermé, ils n'ont pas l'obligation de télétravail. Ils peuvent se mettre ce qu'on appelle en indemnité journalière. C'est l'employeur qui peut le déclarer et pour qu'ils puissent eux-mêmes garder leurs enfants. Parce que évidemment, c'est pas en emmenant ses enfants à des assistantes maternelles qu'on respecte totalement ces règles de confinement. Donc il y a parmi ces parents des parents qui doivent aller travailler sur des activités essentielles, sans doute, évidemment, mais lorsqu'ils sont en télétravail, eh bien non, on organise du télétravail, soit avec dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire avec des enfants qui sont présents, et dans ce cas, il faut une baisse de demande de rendement d'une certaine manière des employeurs, ou alors ces salariés ne peuvent pas travailler en télétravail parce qu'ils ont des jeunes enfants, et dans ce cas, il y a un dispositif qui est prévu, c'est de se mettre en arrêt. Merci beaucoup Marie de votre appel. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se sont reconnus dans cet appel. Tiens, Laurent Berger, je ne sais pas si vous écoutiez les matins précédents. Cela dit, c'est une question qui est revenue très souvent. Des témoignages de conducteurs routiers comme Michel qui a 52 ans. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes en ligne avec Laurent Berger. Oui, bonjour Monsieur Laurent Berger. Bonjour. Voilà, moi je suis conducteur routier. J'alimente des bases logistiques en ce moment. La chaîne elle n'est pas rompue, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas céder à la panique.
Simplement, je voulais témoigner du fait que pour nous, les conditions deviennent très dures, vraiment très dures. Pas d'accès aux sanitaires, aux douches. Pour les repas, moi, je me suis organisé des dimanches. J'ai la chance d'avoir un frigo dans mon camion. C'est pas le cas de tous mes collègues. Je voulais demander qu'est-ce qui était prévu de faire pour vraiment rendre les conditions acceptables pour les routiers, de toute façon à ce qu'on puisse continuer notre travail de façon digne. Oui, là on parle de pures conditions de travail, pour le coup, Laurent Berger. Oui. Ben là, dès le début du confinement, mais particulièrement hier dans une réunion qui a eu lieu avec le ministère du Transport, M. Djebari, la CFDT Route a demandé l'ouverture de certaines aires d'autoroute, l'ouverture de sanitaires, de douches et l'ouverture de points d'alimentation pour les routiers. C'est spécifiquement une profession dont on a le sentiment qu'elle a été au départ un peu oubliée en se disant voilà, ils vont continuer de circuler, les routes sont encore accessibles, mais lorsqu'on est routier, on a besoin de se restaurer, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de se doucher, on a besoin de se reposer. Et là, normalement, mais c'est évidemment à vérifier dans les faits, le gouvernement s'est engagé à rouvrir, suite à notre interpellation, à ouvrir un certain nombre d'aires, de points, pour que ça puisse être possible pour les travailleurs routiers qui sont évidemment indispensable comme vous le dites, dans la chaîne d'approvisionnement. Oui. On va évidemment, comme beaucoup de Français en ce moment, saluer les personnels hospitaliers, les personnels soignants, mais derrière, c'est vrai qu'il y a les salariés de la grande distribution, qu'il y a les conducteurs routiers, que cette chaîne logistique, elle doit continuer dans de meilleures conditions. On va surveiller évidemment. Merci Michel de votre appel. Tiens, j'ai cette interrogation sur le hashtag Radio Ouverte de Carlisa qui nous dit: premier jour de chômage partiel, info donnée par téléphone par mon N+1, aucun écrit et des collègues qui continuent de travailler. Pas de mail des ressources humaines, pas de mail de mes supérieurs. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Mais vous savez, on est aussi, nous, on l'a aussi organisé avec les sièges de la CFDT. Ça s'organise dans un certain nombre d'entreprises. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est le lien. Et un service RH, il doit se faire le lien avec les salariés qui sont tous dans leur, soit en télétravail, soit en arrêt, qui sont dans leur logement chez eux. Et donc, je crois que cette période-là, elle va illustrer aussi d'une attention aux salariés plus ou moins importante selon les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, et il faut le souligner, qui ont créé les conditions d'un lien permanent avec leurs salariés lorsqu'ils sont en télétravail, en prenant des nouvelles, en s'appelant entre collègues, en encadrant très bien ce que doit être le télétravail, et en intégrant le fait que c'est aussi dans des conditions particulières qui font qu'il y a sans doute un peu moins de travail possible. Et puis il y en a d'autres qui ont envoyé les gens chez eux et qui n'ont pas donné de nouvelles. Et dans ces cas-là, c'est pas acceptable. Moi, vous savez, dès le départ, j'ai dit il faudra de la responsabilité dans cette crise et de la solidarité. Et y compris dans le monde du travail, il faut de la solidarité. Et c'est une partie de ce qui incombe aux chefs d'entreprise et aux services RH. Ça incombe aussi à tous les salariés qui se prennent des nouvelles entre eux, etc. On n'est qu'au début de ce qu'on va vivre, soyons clairs. On n'est qu'au début de ce qu'on va vivre et il faut être très solidaire avec ceux qui sont au front, comme on dit, c'est-à-dire les personnels soignants. Mais vous avez raison, Monsieur Béliard, tous ceux qui assurent aussi le travail quotidien dans l'alimentation, dans les transports, etc. Et lorsqu'on applaudit à 20h à nos fenêtres, on le fait aussi pour tout cela. Je crois, pour les soignants et les autres. Et puis, il faut aussi que ceux qui sont chez eux, qui peuvent vivre des situations d'isolement, eh bien, les services RH dans les entreprises, mais aussi leurs collègues se préoccupent d'eux et qu'il y ait un maximum de liens qui soient créés. Et on remonte justement cette chaîne logistique. Merci Carlisa. Je comprends aussi dans votre réponse, Laurent Berger, que non, ce n'est pas normal, que c'est compliqué, que tout ça doit se mettre en place et que ça va durer. Il va falloir qu'on mette des choses en place. Marcel est en Vendée. Elle a composé le 3921. Bonjour Marcel. Bonjour messieurs. Soyez la bienvenue sur Europe 1. Oui, voilà, je vous explique. Donc, je m'appelle Marcel, j'ai 65 ans, je suis retraitée et je vis avec ma fille qui a 27 ans et qui travaille dans un abattoir de volailles. Hier soir, elle a craqué. Elle m'a dit, voilà maman, les conditions de travail au sein de mon établissement ne sont pas correctes. Les gens ne sont pas du tout conscients de la dangerosité de ce virus. Nous avons le matin un masque que nous devons porter toute la journée et nous devons le remettre le lendemain matin jusqu'à ce qu'on nous en remette un autre. Nous travaillons sur des postes où nous sommes parfois dos à dos, c'est-à-dire que les distances de sécurité ne sont pas respectées.
Quand nous avons accès pour nous laver les mains, pour ceux qui se lavent les mains, parce que les chefs passent leur temps à regarder ceux qui ne se lavent pas les mains, qui ne respectent pas l'hygiène. Et nous sommes collés les uns aux autres. Pour ce qui est des vestiaires, nous avons des vestiaires larges de 50 cm et qui sont collés les uns aux autres. Elle dit aujourd'hui, maman, j'ai dit je suis un danger. Je me demande si ce que je fais a un sens. C'est-à-dire que je peux être le vecteur de ce virus, puisque mes collègues ne prennent pas soin d'eux, puisque les conditions de travail ne le permettent pas, parce qu'il faut produire, et encore plus. Elle dit, je te mets en danger, je mets les autres en danger, je suis en danger. Et je dis, je ne vois pas le sens de ce que je fais. Laurent Berger, c'est compliqué de répondre à Marcel parce que là on est dans l'alimentaire, donc on est normalement dans un des secteurs essentiels. Oui, mais justement c'est là où d'abord il faut que cette jeune fille en parle à ses représentants du personnel s'il y en a, ou en tout cas et il faut que la direction de l'entreprise s'organise, c'est-à-dire qu'effectivement je vois bien pour connaître ce type d'entreprise, je vois bien les conditions. Eh bien ça veut dire qu'il faut un poste sur 2 qui soit occupé avec une autre organisation du travail, c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est de faire en sorte d'améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail pour que les contacts soient moins importants. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter que les conditions habituelles de la production ne soient pas les mêmes. Ne soient pas les mêmes demain. Et c'est ce qu'est en train de faire, par exemple, je citais une entreprise tout à l'heure, ST Microelectronics, eh bien ils ont décidé d'espacer les postes de travail. Alors évidemment, ils font pas de la volaille, mais d'espacer les postes de travail, de s'organiser différemment, de revoir les horaires. Tout ça peut se faire. Mais moi, je comprends cette jeune fille. Vous pouvez pas dire, bon voilà, je vais travailler, je suis dans une activité évidemment essentielle, et en même temps, les conditions de santé et de sécurité sont pas respectées. Donc là, les chefs d'entreprise et les représentants des salariés dans les entreprises, ils ont une grosse responsabilité. C'est de se mettre très vite autour de la table. Et c'est ce que nous avons dit hier, les organisations syndicales et patronales dans notre déclaration, qu'on discute entreprise par entreprise pour regarder quelles sont les conditions d'exercice des métiers pour qu'ils mettent pas en danger les travailleurs. Laurent Berger, merci beaucoup. On aurait pu continuer ainsi jusqu'à midi, je pense. Les questions du travail, d'organisation qui sont un souci pour de nombreux Français, quelle que soit leur place dans la hiérarchie de l'entreprise. D'ailleurs, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, vous avez joué le jeu du question-réponse, des échanges avec nos auditeurs. Merci beaucoup.